Au plaisir de vous retrouver au compte de cette grande édition d'information sur la chaîne du 21e siècle à tous. Bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. Suite aux visites inopinées du chef de l'État dans certains départements ministériels depuis quelques jours pour la vérification du respect des horaires d'arrivée des fonctionnaires, un analyste politique donne ici son opinion. Et puis, les associations agissant dans la lutte contre la corruption montent au créneau pour dénoncer l'inaction de l'État guinéen suite au rapport publié par Transparency International. Et enfin, c'est ce 14 février 2021 que va reprendre la Ligue guinéenne de football professionnel, une compétition qui était suspendue à cause de la participation du sud local au championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. C'était là le titre. On marque une courte pause, puis la suite de ce JT. À tous, bonsoir et bienvenue. Le président Alpha Condé multiplie les visites inopinées dans les différents départements ministériels ce mercredi. Un analyste politique a déclaré que le mieux pour le président guinéen serait de moderniser l'administration guinéenne. Bintou Souma et Ibrahima Khalil Silla. Après la Direction nationale des impôts qui a constitué la première phase de contrôle, le président Alpha Condé s'est rendu ce mardi dans d'autres ministères, notamment ceux de la fonction publique, de l'éducation et de la justice. Des cas d'absence ont été enregistrés de part et d'autre. Une mesure que trouve cet analyste salutaire. La régularité, la ponctualité s'inscrit dans la tradition administrative, c'est-à-dire la rigueur rime avec l'administration. Mais comme le président a constaté certainement ce laxisme au sein de l'administration et qu'ils veulent prendre ces mesures, lui-même c'est en se mettant devant pour voir l'application de son slogan « Gouverner autrement », on ne peut qu'apprécier. Dans son programme de modernisation de l'administration publique, le gouvernement guinéen avait mis en place le système de pointage numérique. Une méthode qui devrait être reprise, note Moussa Samoura. Je crois que la visite inopinée du président dans ses services ne peut pas être plus efficace que les appareils digitaux qui pouvaient quand même répertorier ceux qui sont venus et ceux qui ne sont pas venus. Mais aujourd'hui, il doit faire en sorte qu'on dépasse ça. C'est-à-dire que sans qu'il ne se déplace pour aller voir qui que ce soit, que les ministres, les directeurs, les chefs de service, les régies financières, entre autres, chacun ce qui le concerne, applique en cas de manquement. Les sanctions sont prévues par rapport à ça. Pour pérenniser ce contrôle, cet analyste politique estime que le gouvernement guinéen doit mettre en place des mesures d'accompagnement. C'est de trouver les bus pour ces travailleurs-là qui passent les risques de prendre au bord de la route à des heures précises pour qu'ils arrivent à temps. Nous voyons la conjoncture des transports. Quand même, si toutes ces solutions-là sont trouvées et qu'il y a des récidives par rapport après ça, je crois que là, on peut dire maintenant que c'est volontaire. La matérialisation d'une école nationale d'administration et la formation des administrateurs devraient être la priorité pour une refondation de l'administration guinéenne, a conclu l'analyste politique Moussa Samoura. Dans le même registre, des citoyens ont réagi par rapport aux visites du président de la République dans les différents départements ministériels pour s'enquérir de la présence du personnel. À Conakry, cette démarche est diversement appréciée chez les citoyens. Ils sont au micro de Yaya Bari. C'est bon, aussi bon. Cette visite aussi du président, c'est aussi bon. Parce que ça mène aussi au développement. Parce que venir être ponctuel et venir à l'heure, c'est aussi normal. Ok? Ça c'est bon, et si certaines personnes ne viennent pas à l'heure, comme ça on peut les sanctionner et ça va donner une conscientisation sur les autres de venir à l'heure. Ça c'est pas le rôle d'un président. Parce que normalement il y a les postes aussi qui sont tout entiers à propos de ça, afin de veiller, en tout cas, afin de savoir si est-ce que les ministres viennent à l'heure ou pas. Je peux le conseiller, c'est-à-dire Alpha Condé doit mettre les choses maintenant à leur véritable place, doit non seulement régulariser les choses dans le pays, et aussi il doit se comporter en tant que président de la République. Le collectif des avocats des opposants détenus à la maison centrale de Conakry a annoncé la suspension de sa participation aux différentes procédures concernant leurs clients. Ces avocats estiment que des décisions rendues ces dernières semaines sont plus politiques que judiciaires et traduisent l'instrumentalisation de la justice, n'est-ce pas, Oumar Condé? Ils ont été sur tous les fronts pour assurer la défense des opposants détenus à la maison centrale de Conakry.
Malgré les efforts pendant les audiences, les juges finissent par condamner leurs clients, innocents à leurs yeux. Ils décident donc de suspendre leur participation à ce qu'ils qualifient de parodie de justice. Nous avons décidé de nous retirer effectivement de toutes ces procédures concernant les opposants politiques parce que nous nous rendons compte de plus en plus que nous servons de caution à une parodie de justice, c'est ce que nous ne voulons pas accepter. On a l'impression que tout est condamné et tout est programmé pour que nos clients soient condamnés, quels que soient les débats, quel que soit ce que les procès pourraient révéler plus tard. La condamnation de l'activiste Fonike Mengue est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le collectif dénonce aussi une procédure du 2 poids 2 mesures. Nous constatons en réalité une instrumentalisation politique de la justice et une justice à géométrie variable. Lorsqu'il s'agit des opposants, ils sont jugés, arrêtés et quand des infractions leur sont reprochées, ils sont recherchés, arrêtés et détenus sans aucune difficulté, jugés et condamnés. De l'autre côté, il y a des gens qui sont supposés être partisans du pouvoir, qui font des déclarations parfois aussi graves, très graves, mais qui bénéficient d'une forme d'impunité. Donc nous constatons qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Le collectif des avocats des opposants estime que ces affaires ont une connotation hautement politique. Si rien n'est fait, l'État pourrait commettre d'office des avocats pour ces détenus politiques. Je vous le disais au sommaire, suite au rapport publié par Transparency International dans le classement 2020 de l'indice de perception de la corruption dans le monde, la Guinée recule d'1 point. À cet effet, l'association guinéenne pour la transparence déplore cette classification et pointe du doigt la passivité des autorités. Mohamed Traoré nous fait le point. Dans le rapport publié le 28 janvier dernier par Transparency International sur la perception de la corruption, la Guinée a obtenu 28 points sur 100, soit un recul d'1 point par rapport au score réalisé en 2019. Dans une déclaration publique mardi, l'association guinéenne pour la transparence a dénoncé la passivité des autorités face au phénomène de corruption. Pour la Guinée, je vous avoue, comme je l'ai dit tantôt, c'est avec des vives préoccupations que nous avons vu ce classement, mais qui n'est pas aussi une surprise pour nous, parce que nous sommes en Guinée et nous connaissons comment les choses se passent en Guinée. Donc c'est juste pour dire qu'on a du chemin à faire, on a du travail à faire, parce qu'on est très loin. Même si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, on est le 4e pays le plus corrompu parmi les pays de la CEDEAO. Oumar Kana Diallo n'a pas également manqué d'interpeller les autorités sur l'application de la loi anticorruption. Nous avons la loi anticorruption, nous avons la loi anti-blanchiment, nous avons la loi anti-fraude. Toutes ces lois existent. Nous avons les différents codes de procédure pénale, code pénal. Mais malgré l'existence de ces lois-là, si ceux-là qui sont amenés à les gérer ne les appliquent pas comme ça se doit, tout l'effort sera voué à l'échec. La Guinée est classée 137e sur 180 des pays les plus corrompus au monde. Elle a perdu 7 places par rapport au classement de 2019. En Afrique, le pays occupe la 32e place sur 54 évalués. C'était un élément de reportage signé Mohamed Traoré. Sur un tout autre plan, des membres du consortium des associations de jeunesse pour la défense des victimes de violences en Guinée, COJDEV Guinée, ont plaidé pour une indemnisation provisoire des victimes. Cela devrait concerner les violences commises entre 2010 à 2019. C'était à l'occasion d'une conférence à la Maison de la Presse de Kipé ce mercredi. Yaye Oumoubari, explication. L'indemnisation des victimes de violences politiques préoccupe les associations des jeunes pour la défense des victimes de violences en Guinée. Ils ont fait un plaidoyer ce mercredi dans ce sens. C'est pour rendre public le résultat d'un projet ou les résultats d'un projet que nous développons actuellement dans le cadre du plaidoyer en faveur des victimes de violations des droits de l'homme de la période 2010-2019 sur l'indemnisation provisoire de ces communautés de victimes qui
a toujours fait l'objet d'éléments dans les différents accords politiques guinéens depuis 2013, malheureusement qui n'a jamais été respecté dans l'application de ces différents accords. Le président du consortium interpelle l'État à prendre ses responsabilités dans la gestion des droits de l'homme en Guinée. Nous demandons à l'État d'abord de traduire en action concrète la politique de l'Union africaine sur la justice transitionnelle. Nous lui demandons aussi de respecter ses obligations. Les obligations de l'État sur les questions des droits de l'homme, c'est de promouvoir, protéger et réaliser les droits de l'homme. Donc s'il y a des citoyens qui sont brimés, il revient à cet appareil d'État de faire vraiment montre de bonne foi pour identifier les présumés auteurs. À date, ce consortium a identifié 120 victimes dans les villes de Conakry et de Zérékoré. Chaque ville regroupe 60 personnes. De réclamation en réclamation, des représentants de l'Union des personnes impactées par le barrage de Souapiti ont alerté ce mercredi les autorités sur les risques des catastrophes naturelles et la pauvreté aiguë pour leur localité. Ils demandent à ce que la lumière soit faite sur ces causes des différents tremblements de terre survenus ces dernières semaines dans ces zones. Sayon Kamara nous en dit davantage. À une conférence de presse au siège de l'EGDH ce mercredi, les victimes des déguerpissements pour la construction du barrage Souapiti se sont fait entendre. Depuis le démarrage de la construction du barrage hydroélectrique de Souapiti, plusieurs zones d'ombre entourent la méthode de compensation des personnes impactées par le projet. Si au départ, plusieurs accords ont été signés entre ces personnes et les responsables du projet, les clauses n'ont presque pas été respectées, ce que regrette ce responsable de la structure. Par moment, le projet envoie des missions sur le terrain sans nous informer. Alors que dans le procès verbal qui est signé ici comme ça, il est clairement dit que le projet s'engage désormais dans un cadre relationnel avec nous. Et il a été toujours discuté autour de la table qu'aucune autre mission ne doit aller nulle part sans que nous aussi nous soyons là-bas. Parce qu'il s'agit de chez nous, il s'agit de notre localité. À côté de ce point, nous avons vu une sorte d'indemnisation fortement décriée. Récemment, un tremblement de terre a frappé plusieurs localités dans cette partie. Pour prévenir d'autres catastrophes, les habitants demandent aux autorités de faire la lumière sur les causes de ce séisme. Il faut qu'on interpelle les autorités. Nous allons interpeller les autorités à tous les niveaux. À commencer par Monsieur le Président de la République. Vous allez accepter que nous passons vraiment ce message à l'endroit du chef de l'État. Il est chef de l'État, le père donc de la nation. Qu'il sache que cette population est sa population à lui aussi. Qu'il sache que c'est une population qui a accepté de renoncer à une partie de son droit pour le bien de ce pays. Mais qu'il accepte, qu'il cesse de nous oublier, parce que pour nous, on est oubliés. L'Union des sinistrés et personnes impactées du barrage hydroélectrique de Souapiti souhaite leur implication dans le processus d'indemnisation des déplacés. Ces responsables exigent également le respect des règlements internationaux pour permettre aux riverains du barrage Souapiti de retrouver une vie heureuse. Vous aurez plus d'informations sur cette actualité en fin d'édition dans la page invitée du journal. Ces dernières semaines, il a été constaté le brouillage de la fréquence de la radio Espace FM, ce qui a confortablement impacté les auditeurs des zones de Forécaria, Dubrika et Koya. La radio est également inaudible dans quelques parties des communes de Matoto et Ratoma. La direction générale de ce média s'est prononcée sur ce sujet ce mercredi. Ibrahima Sori Bari, reportage. Le brouillage de la fréquence d'Espace FM fait zazer à Conakry. Lorsqu'elle a constaté ces faits, la direction générale de la radio Espace a alerté l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT depuis le 21 janvier. Mais la réponse apportée n'était pas satisfaisante, d'où la sortie médiatique des responsables d'Espace, ce qui a porté fruit. L'ARPT a parlé avec la structure qui gère donc les médias du côté de la Sierra Leone, qui est donc l'institution de régulation du nom de NATCOM. NATCOM et l'ARPT ont statué sur un certain nombre de points. 1. Sur la base donc des résolutions, il est question
de voir comment chercher à planifier un programme, parce qu'on sait maintenant là que les frontières sont fermées, les frontières terrestres entre les deux pays, et cela comment faciliter le déplacement de l'équipe de la RPT de Guinée pour partir du côté de la Sierra Leone. Et c'est que des informations qui sont remontées au niveau de la RPT, on s'aperçoit qu'il y a 2 radios qui ont la même fréquence que Espace FM. Et la dernière radio a été créée en novembre 2020. De novembre 2020, et ces brouillages-là ont été constatés en janvier-février 2021. Au sortir de cette rencontre entre les responsables de Radio Espace et la RPT, des engagements ont été pris ce mercredi par le régulateur. Et ce qui fait que la RPT s'engage à enregistrer pendant un bon bout de temps sur les jours de brouillage pour s'assurer effectivement si c'est cette radio sierra-léonaise. Et de l'autre côté, NATCOM, la structure qui assure donc la régulation des radios et des télévisions du côté de la Sierra Leone, a incriminé également un certain nombre de médias tels que Cora FM, tels que Nostalgie, Horizon FM et la Radio Espace, qui ont donc aussi des influences sur des quelques fréquences du côté de la Sierra Leone. Et donc, vice-versa, de deux côtés, les informations seront remontées avant de prendre une résolution définitive et qui sera effectuée dans un bref délai. En lieu et place d'Espace FM, c'est Classique FM, une radio sierra-léonaise, sur leur fréquence. Les responsables de la radio Espace se disent confiants quant à l'engagement de la RPT de trouver une solution à ce problème. Toutes nos tentatives pour avoir la version de la RPT concernant ce dossier sont restées vaines. Dans la cité, certains n'ont pas hésité de parler d'un acte délibéré du pouvoir visant à brouiller la circulation de l'information en Guinée. Également dans l'actualité nationale, ce mercredi, 6 familles ont été déguerpies d'une parcelle qu'elles occupaient au quartier Kuntia. Des agents des forces de l'ordre et des jeunes ont investi les lieux pour les chasser. Notre équipe s'est rendue sur les lieux pour plus de détails. Alpha Omar Diallo. Sekou Oudare, en service à la Société des eaux de Guinée, Mamadou Sire Baldé, Abdourahman Baldé, Moussa Sherif, Sekou Djoumessi et Madame Hawa Kamara sont tous détenteurs des documents. Ils ont pourtant été déguerpis très tôt ce mercredi matin sous l'ordre d'une certaine femme, Fatoumata Folomo Kondé, qui s'est dit propriétaire de cette cité dans Kuntia, secteur Mamouya. Toutes les entrées sont cadenassées, mais les victimes ne lâchent pas prise. Ces personnes persistent et signent qu'elles sont les vrais propriétaires. Mais il s'agit d'un problème qui remonte de loin. C'est un problème domanial que une femme nommée Fatoumata Folomo Kondé et Khalifa Kamara qui ont formaté ce problème. Mais selon les informations, on me dit qu'il y avait un pick-up. Moi, je ne les ai pas vus. Bon, que c'était les policiers et les loubards. Notre recours ne peut être que la justice. C'est la justice qui peut nous séparer. Parce que chacun de nous a un titre foncier. Et le titre foncier d'une parcelle n'est jamais attribué à 2 personnes. Dans ce dossier, le coutumier en sait quelque chose. Il rappelle que cette dame mise en cause n'a jamais eu de preuves à présenter, mais plutôt elle se base sur des faux arguments pour fatiguer ses familles. Moi, c'est la soirée que je connais comme propriétaire de terre ici. Je suis venu ici en 1981. J'ai fait des briques pour construire ici. Beaucoup de choses se sont passées en ma présence. Je connais bien le propriétaire d'ici. C'est quand des constructions ont commencé, cette femme, Fatoumata Folomo, est venue dire qu'elle a acheté ce domaine. J'ai discuté chaudement avec elle ici. J'ai dit comme cette dame dit ici l'appartient, elle n'a qu'à faire venir son mari. Comme c'est ce dernier qui a construit ici avec Dr Khalifa, les acheteurs aussi vont venir. On va faire la justice entre nous. Elle a dit devant les gens du tribunal qu'elle ne va pas m'écouter, que parce que je connais bien qu'elle est avec un homme qui ne vaut rien. Ce déguerpissement a aussi eu un impact sur l'enseignant Jacob Kamara qui a perdu ses cours. J'étais à l'école et automatiquement j'ai été informé. Donc je ne peux pas rester indifférent. Il fallait que je sois présent parce que quand ton voisin a le malheur, tu as le malheur. S'il a la joie, c'est une joie pour toi.
Mais comme tel sujet, je ne peux pas rester indifférent. Donc nous sommes tous victimes. Parce que ça pouvait arriver, ça pouvait m'arriver. Donc je ne peux pas rester indifférent. C'est dans ce sens que vraiment, je ne peux pas rester indifférent à l'école. Il fallait que je me rende sur les lieux pour partager ensemble les peines. À l'heure actuelle où nous sommes, tout le monde est malade. Il n'y a même pas quoi manger. Il n'y a même pas la dépense. Un père de famille qui sort matin bonheur pour aller chercher la dépense pour sa famille, en cours de route, on l'appelle pour dire qu'on expose toute sa famille dehors. Parce que, tout simplement, il n'a pas de force, ou bien parce qu'il n'a pas de relation, plus que la personne qui est venue s'interposer, lui montrer que la force, vous voyez ce que ça fait? Ça ne donne pas longue vie à un père de famille. Ces conflits domaniales datent de 2007. Dans ces dossiers compliqués, nous n'avons pas pu joindre la dame mise en cause. Le chef de quartier n'était pas non plus disponible. En attendant, 6 familles de plus vont dormir à la Belle Étoile. Au-delà de nos frontières, le second procès historique en destitution de Donald Trump s'est ouvert au Sénat. Cette première journée d'audience a été consacrée à l'examen d'une requête des avocats du désormais ancien président américain qui demandait tout simplement l'annulation du procès. Commentaire Kadjatou Bari. Aux États-Unis, qu'un président affronte 2 fois de suite un procès en destitution. Cette première journée a été consacrée à la légalité de la procédure en elle-même que les avocats de l'ancien président contestaient. La question a finalement été tranchée par un vote en fin d'après-midi qui a déterminé que ce procès est bel et bien conforme à la Constitution. Les démocrates ont ouvert le bal et ont disposé de 2 heures pour expliquer le bien fondé de la procédure. Les avocats de Donald Trump ont eu, eux aussi, 2 heures pour faire valoir leur point de vue. Selon eux, l'ex-président n'a fait que jouir de sa liberté d'expression en contestant le résultat de l'élection. Ils estiment surtout que, puisqu'il ne siège plus à la Maison-Blanche, Donald Trump ne peut pas faire l'objet d'un tel procès. La procédure n'a pas lieu d'être et est contraire à la Constitution. Les démocrates disposant d'une très courte majorité au Sénat, il n'y avait donc aucun doute sur le fait que le procès serait déclaré légal, d'autant que 6 républicains ont voté aux côtés des démocrates. Mais il en faudra 17 pour condamner Donald Trump. Des mesures de sécurité exceptionnelles entourent ce procès. Même si aucune menace précise n'a été repérée, les responsables de la police fédérale sont sur leur garde et ont décrété un état d'alerte. Ils craignent de nouvelles attaques de la part des partisans de Trump. Retour en Guinée pour dire que la Ligue guinéenne de football professionnel a annoncé la reprise du championnat de Ligue 1 pour le 14 février 2021. Les matchs avaient été arrêtés à cause de la participation du Sili local au championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Ibrahima Bari, explication. Après près d'un mois d'arrêt pour la cause de la participation du Sili local au championnat d'Afrique des Nations, la Ligue guinéenne de football professionnel reprend du service. À 3 points de retard sur le leader, l'entraîneur du Hafia Football Club parle de l'état d'esprit de ce club. On est bien, on a été chanceux avec cet arrêt du championnat. Ça m'a permis de connaître les joueurs, de connaître l'équipe, de travailler sur certaines lacunes. Et je crois qu'on est assez prêt pour commencer le championnat. Les Blancs et Verts seront opposés à Louba FC de Télémélé le lundi prochain. Conscient de l'enjeu de cette rencontre, Karim Bencherifa reste optimiste. Mais vous savez, chaque équipe mérite respect d'abord. Donc nous, c'est vrai que le championnat va reprendre, il y aura beaucoup de matchs, mais dans notre esprit, on est concentré que sur le match de Louba. C'est une équipe qu'on respecte. N'oubliez pas qu'ils ont battu le Auréa. C'est ça. Donc la première des choses avant de parler de nous, on les respecte. On sait qu'ils sont capables de bons résultats. Il faut qu'on soit à 100% pour pouvoir arriver à notre objectif. Terminer champion de Guinée et avoir la Coupe nationale est l'objectif fixé par le Hafia Football Club. Notamment comme tous les matchs au Hafia, vous n'êtes pas sans savoir que le Hafia ne vise que le titre et la Coupe nationale. Donc l'objectif reste le même, ça ne va pas changer. Par contre, on doit aller au-delà de tout ça. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça fait depuis 1985 le Hafia n'a pas gagné le titre. On espère que cette année sera la bonne pour nous. Surtout avec l'effectif qu'on a et l'état d'esprit qu'on a au jour d'aujourd'hui.
Triple champion d'Afrique, le Hafia Football Club est privé du titre du championnat guinéen depuis 1985. Les dirigeants de ce club comptent redonner le blason à l'occasion de cette saison 2020-2021. À présent, la page invitée du journal pour ce faire, nous recevons sur ce plateau M. Ibrahima Boli Diallo, qui est le coordinateur général de l'Union des impactés de Swapiti. Avec lui, nous allons aborder les questions liées aux conditions de vie des compatriotes j'y arrive qui traversent des moments difficiles sur leur propre territoire à cause de la réalisation d'une grande infrastructure nationale, à savoir le barrage hydroélectrique de Swapiti. Bonsoir M. Diallo et soyez le bienvenu sur ce plateau de Star Venture TV. Bonsoir M. Diallo, vous allez bien? Ça va, ça va. Alors pour commencer, dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les victimes de Swapiti? Merci d'abord d'être invité aujourd'hui sur votre plateau. Oui. Et comme vous l'avez si bien dit, le barrage Swapiti, c'est un méga barrage, un grand projet de la République de Guinée, oui, que nous saluons très bien. Et l'état d'esprit des citoyens riverains de Swapiti aujourd'hui est dans l'incertitude. Donc, c'est-à-dire que la population riveraine de Swapiti est dans l'incertitude, dans leur avenir. Donc, ils sont dans le désespoir. Vous voulez dire qu'ils sont laissés pour compte? Disons qu'ils sont laissés pour compte aujourd'hui, et dans cet esprit, ils se demandent sur quel plan se vouer dans l'avenir. Une grosse question. On a observé le tremblement de terre qui s'est passé de ce côté. Expliquez-nous comment les victimes de Swapiti l'ont vécu. Le tremblement de terre aujourd'hui, que l'on en parle surtout dans la République de Guinée, un peu partout. Et d'ailleurs, je vous informe que ce n'est pas une seule fois que ça s'est fait. Oui. Et ça se fait à des répétitions, dont les spécialistes ont dit que c'était à de magnitude 5,0, d'autres ont dit 5,1. Oui. Que nous, on pose la question aux spécialistes aujourd'hui de nous donner des informations très claires par rapport à ça, parce que la population a commencé à fuir certaines localités. D'accord. Et vu la dangerosité de ça, et que nous avons vécu des expériences dans les autres pays, il y a eu des cas de mort à grande échelle. Donc aujourd'hui, la population riveraine de Swapiti a vraiment peur de cette situation qui d'habitude ne se faisait pas avant le barrage Swapiti. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est le fait qu'il y a eu un barrage dans cette région de la Guinée qui cause ces tremblements de terre à répétition? Nous ne pouvons pas l'affirmer pour le moment, mais nous restons incertains par rapport à ça, parce qu'au début, il n'y a jamais eu cela, mais nous demandons aux autorités de nous fournir l'information par rapport aux études géo-environnementaux qui ont eu avant la réalisation du barrage, parce que cela peut-être pourra nous édifier que c'est par rapport à ça et ça, il y a eu tel tremblement. Pour le moment, on ne peut pas le certifier. Justement. À ce jour, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez, surtout avec l'État, concernant les accords initialement pris? Ok, d'accord. D'abord, nous vous rappelons qu'en mois d'août dernier, le 13 août précisément, nous avons eu des accords avec le projet Swapiti. Oui. Et cet accord tournait autour de 16 points, dont il y a eu la signature autour de 15 points. Ces 15 points, aujourd'hui, il n'y a que 4 points qui sont, disons, en cours normal, qui sont entre autres, c'était de sauver les meubles et matériels et immatériels des riverains de Swapiti, des biens des gens de Swapiti. Et aussi, pour être sur le terrain, il fallait toujours être avec un des membres ou 3 ou 4 membres de l'Union. Ils devaient être avec l'équipe du projet sur le terrain. Cela aussi est respecté à moitié parce que parfois c'est à 24 heures du départ qu'on nous informe et il se trouve qu'on n'est pas vraiment organisé pour aller participer. Tout ça se pose et de l'autre côté, il y a eu des cas, de 18 cas de concourés, il y avait des revendications du côté des concourés. Ces cas-là ont été réglés aujourd'hui. Donc, du coup, et entre autres, dans le cadre relationnel aussi, il s'était dit qu'il y ait une rencontre par mois pour discuter des problèmes sur le terrain, pour trouver une solution pallier à tout. Donc, cela aussi, ça aussi c'est respecté, disons, mais de façon partielle, parce que là, maintenant, on a senti qu'avec la direction Swapiti, c'est quand ils ont besoin de nous, et ils nous appellent. Nous, quand on a besoin d'eux, on les appelle, c'est pas facile de les recevoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'État a fait à 50% ses engagements?
Non, le projet Sopiti n'a pas encore fait, disons, parce qu'on ne parle pas directement de l'État, mais du projet Sopiti, n'a pas fait encore, disons, même les 50% des engagements pris. Des engagements pris et l'attente aussi de la population. Parce que lorsque vous me demandez des difficultés, aujourd'hui, l'une des plus grandes difficultés que nous en avons, c'est l'accès. Il y a le problème de route. Le problème de route se pose partout autour du réservoir. Et vous savez, s'il y a l'enclavement, l'accès n'est pas là, le prix de denrées sont enflammés d'un seul coup. Et aussi, il y a le problème de terres agricoles qui vont s'imposer dans l'avenir. Et il y a aujourd'hui le problème d'eau potable qui se pose, qui est déjà source de vie, comme on le dit. Donc, sur coup, il y a plusieurs villages, disons plus de 300 et quelques villages qui sont isolés, qui ont aujourd'hui besoin d'eau potable, qui n'en ont pas. Donc, tous ces aspects-là sont là. Et néanmoins, nous essayons de nous battre en tant que structure ONG et auprès de la direction Sopiti pour trouver une solution à tout ça. Justement, concernant cette bataille, quel appel plutôt avez-vous à lancer aujourd'hui face aux autorités du pays dans cette situation? Merci. À ce niveau, d'abord, je vous rappelle qu'avec l'autorité publique, nous en avons engagé beaucoup de courriers à des directions, au ministère et même voire à la présidence. On a introduit un courrier au cabinet pendant que c'était le ministre Kiridi qui était là. On lui avait rencontré tête à tête, on lui a donné le courrier. Ça a été jusqu'au jour d'aujourd'hui et il n'y a eu aucune réaction au niveau des autorités. Pour nous, c'est comme s'ils ne calculent pas les riverains de Sopiti. Cependant que les riverains de Sopiti se sont sacrifiés pour toute la nation guinéenne. Ils ont cédé une partie de leur vie pour que nous ayons le courant et voire même, parce que à travers le courant, il y a d'autres activités aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes complètement à l'oubliette par rapport à l'État guinéen. Pour finir, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes optimiste quant à l'aboutissement de cette situation? Oui, on reste optimiste tout à fait, parce que peut-être que nous aurons des solutions à cela. Et c'est pourquoi même nous lançons un appel à l'État. Dès maintenant, là, nous les appelons à faire face à cette population aussi qui est la mienne. Monsieur Ibrahima Bouri Diallo, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'Information à tous. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de Star Télévision. Au revoir.